Le cocker spaniel fut créé en Angleterre spécifiquement pour la chasse, et c'est-à-dire pour le report du gibier abattu. Mais le grand succès de cette race, aujourd'hui connue dans le monde entier, a été favorisé par le caractère particulièrement sensible et équilibré, accompagné d'une très belle expression douce et captivante. Les longues oreilles pendantes, mais aussi les grands yeux languissants, inspirent un grand sens de tendresse et on ne peut en aucun cas rester insensible à leur charme. Le nom dérive justement de la spécialisation à la chasse, de woodcock, c'est-à-dire bécasse, et il fut créé en 1893 pour le différencier des autres chiens appartenant à la souche des épagnols. Le cocker est imbattable pour trouver la bécasse dans les buissons épineux et dans les arbustes. Il la fait lever en vol et après l'abattement, il la reporte avec extrême docilité et grande délicatesse aux chasseurs. La souche des épagnols, dont le cocker est le représentant le plus connu, a des origines anciennes remontant même à un décret de 948 après Jésus-Christ, où une forte amende était établie pour celui qui tuait ses chiens. L'étymologie pourrait remonter à la voix celtique Spain, lapin. Selon quelques scientifiques, la souche des épagnols descendrait d'anciens chiens braques de caille d'origine ibérique. Dans l'Europe centrale, ces braques de caille étaient répandus et nombreux, et une confirmation écrite nous est transmise par le cynophile Tschudi, qui affirme que les lois allemandes de 700 après Jésus-Christ mentionnent un Canis acceptorius, utilisé dans la chasse aux faucons, dénommé aussi Happy Hunt. Différentes documentations iconographiques et quelques documents de l'époque nous disent que le braque de caille était dénommé Wachtelhund, mais aussi que, dans certaines zones, il était plus communément appelé épagnol. Le centre de sa création pourrait donc être localisé dans le bassin de la Méditerranée, et sa diffusion a pu être favorisée par les migrations des différents peuples. Aux alentours du XIVe siècle, les épagnols furent très appréciés en France, pays d'ancienne tradition de chasse, où ils trouvèrent en Gaston Phoebus un de leurs plus grands amateurs. Mais la patrie de prédilection du cocker épagnol doit être considérée comme étant l'Angleterre, où l'œuvre de sélection est amplement documentée depuis le XVe siècle. En 1570, John Case, médecin de la famille royale anglaise, et plus connu sous le pseudonyme de Dr Caius, écrivit un livre dédié aux chiens britanniques, où il donne un classement précis de toutes les souches élevées au Royaume-Uni. Il ne manque pas de descriptions riches pour les épagnols, qui sont subdivisés en épagnols de terre et en épagnols d'eau. Un épagnol noir pourrait faire partie des ancêtres du cocker moderne. Il faut rappeler aussi que dans les siècles derniers, les expositions canines n'étaient pas comme celles d'aujourd'hui, c'est-à-dire des moments de comparaison zootechnique entre les produits des différents élevages. Les éleveurs du passé, appartenant presque tous à la classe noble ou à celle des notables, concentraient la sélection sur la capacité à la chasse des différents sujets et considéraient complètement marginal le facteur esthétique. Cette situation contribua à créer les fondements pour la diversification des races actuelles d'épagnols, et c'est-à-dire le Clumber, le Sussex, le Springer et le King Charles. En 1677, Nicholas Cox donna une description d'un épagnol de terre qui n'est pas différente de celle du cocker moderne. Il le définit de bonne taille et agile, plus petit que gros, vif et courageux. Le chiot doit être fort, robuste, de taille agile, de démarche rapide, avec la queue toujours en mouvement, les narines frémissantes, avec un instinct inné de recherche, dont le plaisir ne le porte jamais au-delà des limites de la désobéissance. Au-delà de ces observations précises, Cox précise le motif pour lequel l'amputation d'une partie de la queue était nécessaire. En premier lieu, cela empêche au ver de s'y loger et en second lieu, surtout si la queue n'est pas coupée, le chien sera moins apte à se faufiler rapidement dans les buissons enchevêtrés à la recherche du gibier. Enfin, le chien acquiert un meilleur aspect. Il est incroyable de penser que l'absurde dicton du ver dans la queue, tout au plus justifiable dans le contexte culturel de l'époque, ait très longtemps survécu, et quelques-uns y croyaient même encore il y a une trentaine d'années. Nous concluons les références historiques en rappelant qu'en 1870, les épagnols étaient dénommés Field Spaniel, c'est-à-dire épagnols de terre, et étaient subdivisés en deux variétés, même en provenant de la même portée, selon s'ils étaient au-dessus ou en dessous des 12 kilos.
La dénomination définitive du Cocker Spaniel fut adoptée en 1893, mais fut abolie en 1901, car la distinction basée sur le poids était devenue anachronique. La sélection, dans le temps, privilégia aussi l'aspect esthétique, qui a favorisé indubitablement sa diffusion dans le monde entier. En 1880, les premiers exemplaires arrivèrent en Amérique, où fut effectué un travail de sélection spéciale basé sur l'esthétique privilégiant, dans un certain sens, l'aspect spectaculaire. La conséquence fut la naissance d'une nouvelle race, le cocker américain, qui a aussi eu du succès auprès du public des autres parties du monde. Ce cocker est le plus petit du groupe spaniel et pour les mâles, la hauteur idéale au garrot doit être de 38 cm, alors que pour les femelles, elle doit être de 35,5 cm. Le cocker américain présente un corps robuste et compact, avec une tête finement sculptée. Le crâne est arrondi mais sans tendance à l'aplatissement. L'arcade sourcilière doit être marquée nettement et le chanfrein, sauf front nasal, très prononcé. Le museau est large et profond avec des mâchoires carrées. La lèvre supérieure doit recouvrir la mâchoire inférieure. Le poil est plat ou légèrement ondulé, de tissage soyeux, plus court et fin sur la tête. Les oreilles, la poitrine, l'abdomen et les membres sont bien frangés. Les couleurs admises sont le noir feu, le rouan, ainsi que d'autres couleurs unies et bien uniformes, avec une nuance plus claire tolérée sur la tête. Pour les multicolores, la présence de 2 couleurs ou plus dans le manteau est essentielle, avec des taches bien définies et distribuées sur tout le corps. Le cocker spaniel est un chien gai, robuste et de caractère bien équilibré. Comme aide au report du gibier, il s'est beaucoup fait apprécier pour sa délicatesse, indispensable pour ne pas abîmer la proie, ainsi que pour sa docilité. Ces qualités de race supposent une certaine sensibilité et beaucoup de facilité à l'apprentissage, qualité pouvant être valorisée dans d'autres domaines que celui de la chasse. Le cocker spaniel n'est pas le seul parmi les chiens de chasse qui, pour sa beauté esthétique peu commune, a été choisi par beaucoup comme chien de compagnie. Son bon tempérament fait de lui un chien adaptable à la vie de maison, aussi bien en ville qu'à la campagne. Pour le maintenir en bonne forme, il faut lui faire accomplir quotidiennement un peu de mouvement et éviter de le suralimenter. C'est un chien très dépendant du maître auquel il s'attache énormément, s'adaptant et se soumettant à ses exigences. Il joue volontiers avec les enfants, dont il sait être un excellent compagnon et un bon défenseur. La tête du cocker est dolicocéphale, c'est-à-dire que sa longueur totale dépasse sa largeur. Le crâne doit être de même longueur par rapport au museau et dépourvu de rides. Les axes crâne-faciaux, c'est-à-dire les profils supérieurs du crâne et du museau, doivent être légèrement divergents. La canne nasale doit être parfaitement rectiligne. Les arcades zygomatiques ne doivent pas être excessivement saillantes et la tête doit, dans son ensemble, être fine, sèche, bien ciselée et dépourvue de peau superflue. Les lèvres, bien dessinées dans la partie antérieure, doivent bien coïncider et ne doivent pas être ni pendantes ni épaisses. La pliure de la commissure labiale est donc bien visible, mais ne doit pas être trop accentuée. Un museau court ou terminant en pointe est gravement défectueux. Le nez, ou truffe en termes synonystiques, est gros, ample et large, de couleur noire mais la couleur marron est tolérée dans les sujets au manteau blond enrongé, blanc foie et fauve. Il est sur la même ligne que la canne nasale. Les yeux sont grands mais non saillants, de couleur brune ou brun sombre mais jamais claire. La fente palpébrale, bien pigmentée, est toujours bien adhérente et la conjonctive ne doit pas être visible. La forme et la couleur des yeux contribuent à conférer au cocker spaniel une expression douce et intelligente. Les oreilles sont attachées basses, au niveau des arcades zygomatiques. Elles sont de forme lobulaire et le cartilage du pavillon est doux et mince. La longueur totale doit rejoindre mais ne doit pas dépasser la truffe. Les oreilles sont longues, pendantes, jamais écartées des pariétaux et recouvertes de longs poils, lisses et soyeux. Le cou est modérément long, dépourvu de joues, c'est-à-dire de peau lasse sur la gorge, musclé et élégamment inséré dans les épaules qui sont bien inclinées. La peau est bien collante sur tout le corps, sans présenter d'abondance superflue en aucune partie. Le tronc est inscrit dans un léger rectangle et donc, la longueur mesurée de la pointe de l'épaule à celle de l'ischion dépasse légèrement la hauteur mesurée du garrot au sol. Le thorax doit être bien développé et descend jusqu'au coude. La croupe doit être large et musclée.
Le ventre ne doit pas être rétracté et sa ligne remonte légèrement. Les membres, en harmonie avec une correcte construction générale, doivent garantir au chien une démarche parfaite sans effort et doivent être en parfait aplomb. En ce qui concerne les membres antérieurs, la ligne verticale imaginaire, descendant de l'articulation omoplate humérus, pointe de l'épaule, doit arriver sur la pointe des doigts. En ce qui concerne les membres postérieurs, la ligne verticale imaginaire, en partant de la pointe de la fesse, doit toucher la pointe des doigts en passant antérieurement par le métatarse, qui est rigoureusement droit. Les pieds sont solides, ronds, rappellent par leur forme ceux du chat, et ont des tampons plantaires solides et épais. La queue est insérée légèrement plus basse par rapport à la ligne dorsale. Spécialement pendant les actions de chasse, la queue est joyeusement toujours en mouvement. Le poil est long, lisse, soyeux, jamais ondulé ni frisé, et est long de 4 à 5 cm. Sur la tête et sur la partie antérieure des membres, il est court, pratiquement à ras. Il doit former des franges abondantes mais jamais trop touffues ou bouclées, en correspondance avec la marge inférieure du cou, du sternum et de la partie postérieure des membres. Les couleurs admises par le standard sont l'unicolore noir et le fauve dans toutes ses tonalités. Des petites taches blanches sont tolérées sur la poitrine. D'autres combinaisons de couleurs sont prévues. Blanc-noir, blanc-orangé, blanc-marron, tricolore, c'est-à-dire blanc-noir avec du feu ou noir-feu. Les mouchetés du bleu rouan, rouan orangé, rouan marron peuvent être plus ou moins marquées. La grandeur des taches change chez les multicolores. La hauteur mesurée du garrot au sol varie de 38 à 41 cm. La démarche du cocker spaniel est déliée et avec une enjambée plutôt longue par rapport à la taille du chien, mais elle ne doit jamais être sautillante ni step, c'est-à-dire avec une élévation anormale des membres antérieurs. Le manteau du cocker spaniel est sujet à la mue, c'est-à-dire qu'il se renouvelle périodiquement, et dans cette situation, des soins opportuns sont indispensables. Autrement, le nouveau poil n'a pas la place pour pousser d'une manière adéquate et se mêle au vieux. Une brosse commune en fer, le quart d'heure, et un peigne en fer, aussi bien aux dents fixes que tournantes, servent pour cette opération. Dès qu'il est chiot, notre cocker doit être habitué, avec beaucoup de douceur mais aussi avec fermeté, à rester immobile. Tout d'abord pendant quelques minutes et ensuite, le temps nécessaire, sur une table pour le toilettage. Il faut souvent utiliser un tapis en caoutchouc de sorte que le chien ne puisse pas glisser. Il faut brosser avec soin tout le manteau, avec une attention particulière pour certaines zones comme les oreilles, les franges et les places interdigitales pour éviter le feutrage. Dès son plus jeune âge, il sera opportun d'extraire manuellement, en les arrachant, les poils situés à l'intérieur du conduit auditif dans le but de rendre plus facile le nettoyage des oreilles, à effectuer régulièrement avec du coton hydrophile imbibé d'éther. La racine de ces poils est très faible et l'élimination n'est donc pas douloureuse. Une sorte de trimming, c'est-à-dire un travail savant de finition, aide à maintenir et à valoriser la juste linéarité des formes. Le poil ne doit pas se montrer bourriffé sur la tête et il doit être doux au toucher. Le profil des pattes doit être fini avec des ciseaux. Presque toutes les races d'épagnols modernes se sont formées en Grande-Bretagne et semblent avoir des origines très anciennes. Des traces certaines de l'existence de chiens, avec des traits semblables à celles du Springer Spaniel anglais d'aujourd'hui, apparaissent au IVe siècle avant Jésus-Christ. Nous le savons car des monnaies frappées au temps de Philippe II, roi de Macédoine, ont été retrouvées et sur lesquelles est représentée une scène de chasse. Apparaissent avec les chasseurs à cheval 2 chiens, un grand et élancé qui a la forme d'un lévrier et un autre plus petit, aux poils longs, très ressemblant aux épagnols modernes. Ces pièces prouveraient leur origine grecque et médio-orientale. Il n'est cependant pas expliqué comment ces chiens se sont répandus dans toute l'Europe. Quelques-uns pensent qu'ils ont été emmenés par les commerçants phéniciens dans leurs voyages et leur commerce dans tout le bassin de la Méditerranée. Une telle hypothèse s'appuie aussi sur le fait que les Carthaginois, avec le terme span, indiquaient un lapin, et Carthage a été la plus importante colonie phénicienne. Donc, avec une brève transformation du terme carthaginois, ont peut-être été indiqués les chiens aptes à débusquer le petit gibier, comme justement le lapin. Des autres spécialistes, dont le français de Cherville, ont formulé l'hypothèse d'une provenance russe.
La thèse qui semble la plus crédible est que des chiens de chasse avec les caractéristiques des épagnols viennent de l'Espagne, et du nom de ce pays dériva le terme anglais spaniel et le français épagnol. Selon cette théorie, des soldats de retour des croisades auraient introduit de tels chiens dans la péninsule ibérique. À partir du Moyen-Âge commencent à apparaître toujours plus fréquemment en Angleterre des chiens de type spaniel dans les peintures et les œuvres littéraires, et John Case, dans son traité De Canibus Britannicis, écrit en 1570 sous le pseudonyme de Dr Caius, parle justement des chiens spaniels. Il était fermement convaincu que le nom dérivait de l'espagnol. Au XVIIIe siècle, on connaissait deux variétés d'épagnols, l'épagnol apte à travailler sur le terrain sec, dit land spaniel, et l'épagnol spécialisé dans la chasse dans l'eau, appelé water spaniel. Quelques cynologues soutiennent que la race dérive de chiens élevés dans le comté de Norfolk, utilisés pour chasser tout type de gibier. Il s'agissait de chiens plus lourds, plus hauts et plus massifs que des springers d'aujourd'hui. Pour cette raison, d'autres spécialistes, dont Stonehenge et Gaillard, pensent que le springer est l'épagnol primitif dont les autres variétés sont dérivées. La sélection du type moderne commença en 1812, lorsque quelques familles de chasseurs et d'éleveurs du Shropshire, un comté assez lointain de celui de Norfolk, commencèrent à élever une souche d'épagnols qu'ils considéraient très adroits. À porter la race au succès furent ses performances dans la chasse et dans les épreuves organisées depuis 1899 par le Sporting Spaniel Club, où l'on remarqua que les sujets de grande taille fournissaient de meilleurs résultats. Ainsi, depuis 1902 est prévue une classe à part pour les springers de dimension plus grande. Les premiers sujets admis dans cette catégorie n'étaient pas nécessairement des springers spaniels, mais il y avait aussi des cockers et des field spaniels de taille supérieure à celle des standards respectifs. Yet Some Boulder, par exemple, fut inscrit en premier comme springer, puis comme cocker spaniel au Kennel Club. En 1903, le Springer Spaniel obtient l'inscription au Kennel Club et en 1904, même si un standard n'avait pas encore été rédigé, les Springers furent admis aux expositions et Beech Grove Will, né en 1898, fut proclamé premier champion de la race. Le nom Springer, pour indiquer ces épagnols, dériverait, selon quelques-uns, du mot anglais Springer, qui signifie sauteur et qui indique la manière de chasser typique de ces chiens, qui de la position couchée au sol bondissent de manière incroyable. D'autres pensent qu'il dérive de la manière de dire en anglais « spring the game », qui décrit la manière typique de la race de chasser, qui consiste à faire lever l'oiseau après l'avoir délogé. Le premier standard fut rédigé en 1933 et approuvé le 29 mai de la même année. Aux États-Unis, le premier exemplaire fut inscrit en 1910. Pendant longtemps, le Springer Spaniel a été peu connu et utilisé seulement pour la chasse. Aujourd'hui, cependant, la beauté de ses formes et de son manteau, son splendide caractère, sont en train de faire connaître le Springer à un public de plus en plus vaste de cynophiles pour ses merveilleuses qualités de compagnon de toute la famille. La grande affirmation dans le monde du Springer Spaniel est due certainement à ses aptitudes. Comme les autres épagnols, il s'agit d'un chien de chasse générique, c'est-à-dire utilisable dans toutes les spécialités. Cela consent au chasseur de se servir d'un chien unique qui lui fournit une aide complète. Le terme générique n'est pas synonyme de peu efficace. Les Springers sont des auxiliaires complets, parfaitement capables de chercher, signaler, déloger et ensuite de récupérer n'importe quel type de gibier, avec une préférence pour les oiseaux. Il serait donc plus correct de les définir non pas par générique, mais plutôt par polyvalent. Le Springer unit aux caractéristiques d'habileté à chasser de tous les épagnols, une plus grande taille et des comportements particuliers qui en ont décrété le succès. Grâce à ces caractéristiques, la race a montré ses qualités soit dans la pratique de la chasse, soit dans les épreuves sur le terrain, et elle a fait partie des équipes internationales qui participent aux compétitions sportives depuis des années, en donnant toujours et constamment une démonstration de ses capacités. Au début du XXe siècle, un grand juge d'épreuves de travail, le colonel anglais Kane, écrivit « Le travail du pointeur et du setter est très clair et bien définissable. Personne ne peut avoir d'opinion différente sur comment ces derniers doivent être. Chaque chien doit travailler pour atteindre son standard idéal, et plus il s'en rapprochera, mieux ce sera. En conséquence, le devoir d'un juge pour une épreuve sur le terrain de ces races n'est pas difficile, et avec un peu d'expérience et une intelligence normale, il ne peut pas se tromper.
Par contre, le devoir d'un juge d'Épagnols est beaucoup plus difficile, et cela est dû au fait qu'il est plus ou moins un auxiliaire universel, à la différence des autres races de chiens de chasse. On n'attend pas de lui qu'il fasse un travail spécifique, mais le travail d'au moins 2 ou 3 autres races, et pour avoir du succès, il devra faire un travail parfait. C'est là une description incomparable. Le Springer Spaniel a formé, au cours des siècles, son éclectisme. Il a été l'auxiliaire du chasseur riche, qui utilisait aussi d'autres chiens spécialisés pour des fonctions spécifiques, mais aussi le compagnon du chasseur aux conditions modestes, qui demandait à son unique chien de savoir faire, au mieux, n'importe quel travail. De cette situation est dérivé un chien ductile, malléable, intelligent et courageux, doué aussi d'initiatives considérables. Il doit effectuer un travail de recherche scrupuleuse, aidé par son odorat fin, et doit toujours rester en contact avec le chasseur. Cette caractéristique est importante, car l'épagnol n'étant pas un chien qui arrête comme le pointeur, mais qui débusque et fait sortir à découvert la proie, il faut donc toujours opérer de manière à ce que le gibier soit à portée de fusil. La recherche du Springer Spaniel doit être rapide, pleine de verve, bondissante, et effectuée avec une expression que nous pouvons définir ardente. Et comme nous l'avons déjà dit, elle doit se dérouler à portée de tir du fusil. Une recherche rapide donc, avec croisement serré et lacet. Recherche avec des diagonales croisées, de largeur variable entre 10 et 15 mètres, selon le terrain et les exigences du moment. Pour ce faire, l'épagnol doit être doué d'une vive intelligence, d'un remarquable sens de la chasse, d'une capacité de décision, de plaisir du travail et de rationalité. Une fois le gibier déterminé, le Springer doit servir le chasseur, c'est-à-dire débusquer le gibier, en le faisant lever si c'est un volatile, ou découvrir si c'est un animal à poil, et en le portant à la distance de tir. Puis il doit s'arrêter pour ne pas induire un autre gibier à se découvrir en créant de la confusion, et il doit ensuite récupérer la proie abattue, peut-être même en se jetant dans des eaux glaciales, ou en traversant des ronces et des maquis. Au cours du report, il ne doit pas abîmer la proie avec ses dents. Pour opérer au mieux et de manière très différente, les qualités indispensables sont une intelligence formidable qui lui permet d'apprendre rapidement et de pouvoir agir de manière autonome et rationnelle, une bonne trempe qui lui permet d'affronter épines, maquis, eau ou froid pendant un jour entier de travail et aussi une grande passion pour la chasse. Tout cela concernait l'activité de la chasse, mais le succès de la race atteint dans les dernières années est dû aussi à ses qualités de compagnie pour la famille. Le Springer Spaniel est un beau chien, doux, amical avec tous, particulièrement avec les enfants, exubérant, gai, sympathique, vif et rempli de joie de vivre. Le caractère est équilibré et un spécimen correct ne doit être ni craintif ni agressif. En gros, le Springer Spaniel n'est pas un chien de garde. Cependant, étant très attaché aux membres de la famille, il tente de protéger les siens et sa maison. Il aboie de manière décidée s'il perçoit quelque chose d'anormal, et il est amical avec les étrangers. Dans l'ensemble, son caractère est moins problématique que celui du Cocker Spaniel. Il ne manifeste pas les excès que cette race présente bien souvent. La beauté extraordinaire du manteau du Springer Épagnol fait de lui un chien de compagnie spectaculaire qui ne passe jamais inaperçu partout où il se rend. Fort, robuste, résistant aux intempéries et doué d'une santé qui ne présente pas de problème particulier, le Springer Spaniel est un chien qui mérite certainement le succès qu'il est en train de rencontrer, soit comme chasseur, soit comme splendide compagnon de la famille. Il s'agit d'un chien de taille moyenne, haut d'environ 51 cm au garrot, de corps ni long ni court, bien fort et proportionné. Il présente un crâne de longueur moyenne, plutôt large et légèrement arrondi, avec une crête occipitale non saillante. Le museau a une longueur proportionnée à celle du crâne, haut, large et bien ciselé sous les yeux. Ces derniers sont de dimension moyenne, en forme d'amande, de couleur noisette foncée et à l'expression douce mais vive. La truffe doit être bien développée, et les lèvres plutôt carrées et basses. Les oreilles sont collées à la tête, de longueur discrète et garnies de franges. Les mâchoires sont fortes, avec une denture forte, régulière, complète et avec une fermeture en ciseaux. Les membres antérieurs sont droits et de bonne ossature. Les membres postérieurs présentent des cuisses larges, musclées et bien développées, avec peu de forme angulaire. La poitrine a les côtes bien cerclées et descend correctement entre les membres. Le dos doit être fort et droit, le rein musclé, légèrement arqué, de manière à ce que la queue soit attachée basse et bien frangée. La démarche est caractéristique, avec les membres antérieurs qui se déplacent directement à partir de l'épaule,
en lançant devant les pieds. Les membres postérieurs sont bien engagés sous le corps et sont alignés avec les membres antérieurs. Le mouvement est délié et sûr, et l'amble est une caractéristique de la race dans les démarches lentes. Les pieds sont compacts, serrés, bien arrondis, avec des tampons robustes et pleins. Le manteau, d'une beauté spectaculaire, est constitué de poils épais, droits et résistants aux intempéries, avec des franges modérées sur les oreilles, sur les membres antérieurs et postérieurs et sur le corps. Il peut être de couleur foie et blanc, noir et blanc, ou de l'une de ces deux couleurs accompagnée de la couleur feu. Une alimentation équilibrée est essentielle au développement complet de votre chien et pour pouvoir lui conserver forme et santé. Certains estiment que les chiens peuvent manger de tout et leur donnent donc toutes sortes d'aliments, souvent composés des restes de leur propre repas. Rien ne pourrait être plus mauvais, parce que ce qui est pour nous digestible et source de substances nutritives est souvent indigeste pour le chien qui ne peut le métaboliser. Une dernière recommandation. Il peut arriver qu'un chien n'ait pas faim et qu'il refuse la nourriture pendant 1 voire 2 jours. C'est tout à fait normal et dans ce cas, il ne faut pas lui laisser sa pâtée à disposition, mais l'enlever au bout d'un bref délai. Au repas suivant, changez les aliments. Si ce manque d'appétit dure plus de 2 jours sans autres symptômes, ou si dès le départ il s'accompagne de symptômes révélant une souffrance générale ou un état de prostration, consultez immédiatement votre vétérinaire. Ce sera très probablement une simple indisposition, mais inutile de prendre des risques. Il vaut toujours mieux être rassuré par un expert. Commençons par une très brève description de l'appareil digestif des chiens. Comme chez tous les carnivores, l'estomac possède des dimensions importantes, alors que l'intestin est relativement court. La première digestion dans l'estomac demande de 3 à 8 heures, puis la nourriture passe dans l'intestin, où les substances nutritives sont assimilées pour être ensuite transmises à tous les organes à travers le sang. La grande capacité de l'estomac et la longueur du processus de digestion permettent de faire des repas abondants et assez éloignés l'un de l'autre. Bien entendu, pour conserver le chien en excellente santé, il faut lui fournir tous les éléments dont il a besoin, à savoir des protéines, des glucides, des lipides, des vitamines et des minéraux. Lorsque le chien était un prédateur carnivore, il assimilait ces éléments à travers les animaux qu'il chassait, en général des herbivores. Ensuite, la civilisation l'a amené à se nourrir différemment, mais il sera toujours nécessaire de lui fournir les substances adéquates. C'est à travers l'alimentation que le chien produit l'énergie qui lui sert à maintenir ses fonctions vitales et à bouger. Plus l'activité sera intense et plus l'apport en énergie devra être abondant. Sans vouloir rentrer dans une étude alimentaire qui demanderait un traité entier, nous pouvons simplement dire que le chien a surtout besoin de graisses ou lipides, d'origine animale ou végétale, et que ce sont elles qui fournissent l'énergie qui lui est nécessaire et s'accumulent dans l'organisme pour fournir l'énergie de réserve éventuelle. Les protéines qui forment la plus grande partie du corps animal sont tout aussi essentielles. Elles sont indispensables à la formation de tous les tissus, en particulier des muscles, et constituent également la base des hormones et du sang. C'est dire si elles sont un élément irremplaçable dans une alimentation correcte, tout spécialement chez les chiots qui doivent encore construire leur corps. Les protéines se trouvent dans la viande, le fromage, les œufs, le poisson, tous aliments qui sont bien digérés par le chien, ainsi que dans la farine de soja, les arachides, les légumes secs, que le chien a davantage de mal à digérer. Toutefois, un excès de protéines est nocif et peut entraîner des troubles de diverses natures. Les glucides ne sont pas indispensables dans l'alimentation du chien. Ils sont cependant très utiles à la fin de la gestation. L'amidon, le plus important des féculents, est mal digéré par le chien et doit subir des traitements préliminaires, comme la cuisson, la réduction en flocons, etc. C'est pourquoi, si vous donnez des pâtes ou du riz à votre ami, il faudra les faire bouillir très longuement afin d'éliminer une bonne partie de l'amidon qui s'y trouve. Les fibres qui accompagnent souvent les glucides sont surtout utiles dans l'alimentation des chiens sédentaires parce qu'elles aident à prévenir la constipation grâce à leur vitesse de transit dans l'appareil digestif. Les vitamines, elles aussi, sont nécessaires, même si une très petite quantité suffit. Elles sont présentes dans de nombreux végétaux et sont synthétisées par les herbivores. C'est pour cela que lorsqu'un carnivore dévore sa proie, en général herbivore,
Il commence par l'intestin qui contient des résidus de nourriture végétale pas encore digérés. C'est également la raison pour laquelle, malgré votre déception, votre chien se nourrit des excréments d'animaux herbivores dès qu'il en a l'occasion. Un excès de vitamines peut avoir des effets négatifs. Si vous utilisez de la nourriture toute prête, avant d'ajouter des intégrateurs, lisez bien quelles sont les substances contenues dans la pâtée. En cas de doute, consultez votre vétérinaire. Les minéraux sont un élément essentiel et ils sont également fournis par l'alimentation. La carence de certains minéraux comme le calcium, le fer, le potassium, le sodium, le cuivre et d'autres peut entraîner une croissance irrégulière du chiot, avec de graves conséquences, et chez l'adulte un état de faiblesse générale ou même divers problèmes à différents niveaux. On trouve dans le commerce d'excellents produits tout prêts, aussi bien humides que secs, qui fournissent tous les éléments nécessaires à la croissance d'abord et au maintien de la pleine forme de votre chien ensuite. Même si vous utilisez des boîtes ou croquettes, vous pourrez quand même donner à votre chien quelques fruits ou un autre aliment qu'il apprécie, tout en faisant attention à ne pas exagérer et surtout à ne pas lui donner des substances nocives comme les aliments sucrés, les fritures, les sauces, le pain frais et avec beaucoup de mie qui sont très mauvais et pourraient avoir des conséquences très sérieuses à long terme. Si vous préférez préparer vous-même la pâtée, suivez les conseils de l'éleveur qui vous a vendu le chien ou ceux de votre vétérinaire habituel. En règle générale, sachez que la viande est l'élément essentiel, de préférence la viande bovine. Si vous lui donnez du cochon, il faut qu'il soit très bien cuit pour éviter les infections. La volaille et le lapin sont très bien également, mais absolument privés de leurs os. Les abats sont généralement appréciés, même s'ils sont moins riches en substances nutritives. Le poisson est un excellent aliment qu'il faut proposer cuit. Il est particulièrement approprié lors des régimes pauvres destinés aux sujets ayant des problèmes digestifs ou dermatologiques. C'est également une bonne idée pour varier un peu le menu de votre ami. Les œufs sont bien tolérés et apportent de nombreuses substances nutritives. Ils sont particulièrement indiqués pour les chiots et chez les femelles en cours d'allaitement. Le jaune peut être consommé cru, mais le blanc doit toujours être cuit. Les graisses, telles que l'huile et le lard, sont toujours bien acceptées par le chien et sont particulièrement utiles dans les périodes de travail ou d'effort. 1 ou 2 cuillerées à café d'huile dans la pâtée sont toujours souhaitables. Le pain sec est une bonne source d'énergie, mais il doit être très bien séché. Il sert aussi à nettoyer les dents et à les garder en bonne santé. Les pâtes et le riz sont très semblables, mais ainsi que nous l'avons dit tout à l'heure, ils doivent être cuits longuement pour éliminer l'amidon difficile à digérer. Même s'ils ne sont pas indispensables, les fruits et légumes peuvent être donnés aux chiens qui les aiment. Leur apport nutritif est très limité et le seul intérêt réside dans l'apport de fibres brutes. Le dernier élément indispensable à la nutrition, même s'il semble inutile de le rappeler, c'est l'eau, qui doit toujours être à la disposition du chien, fraîche et abondante. Si on la met dans un bol, il faut la changer le plus souvent possible, surtout quand il fait chaud. Elle est encore plus indispensable si le chien consomme des aliments secs, non humidifiés. Le dernier aspect de l'alimentation à voir ici, c'est la fréquence des repas. À partir de la naissance, les chiots prennent leur repas en suivant des délais dictés par l'instinct de la mère et des autres chiots. Pendant le sevrage, on réduit progressivement le nombre de tétées et on les intègre avec des aliments appropriés, indiqués par un éleveur expert ou par le vétérinaire. Entre 1 et 3 mois, les chiots sevrés devraient faire 4 repas à des intervalles réguliers. De 4 à 7 ou 8 mois, on peut passer à 3 repas. De 8 à 18 mois à 2 et ensuite, si l'on veut, on pourra réduire la fréquence à un seul repas, même s'il n'est pas contre-indiqué d'en conserver 2. D'ailleurs, certains conseillent plutôt cette solution. Adopter un chien est une décision importante qu'il faut pondérer soigneusement et prendre en toute connaissance de cause. La vaccination doit toujours être effectuée le plus scrupuleusement possible afin de protéger non seulement le chiot, mais aussi le sujet adulte contre les maladies les plus communes. En règle générale, lorsque le chiot quitte son élevage, il a été vacciné entre 40 et 45 jours avec une primo-vaccination contre la maladie de Carré, l'hépatite contagieuse et la parvovirose. La deuxième vaccination polyvalente est légèrement effectuée 3 semaines plus tard. Elle couvre les 3 maladies précédentes, mais aussi la leptospirose.
Un mois plus tard, on pourra effectuer encore une vaccination quadrivalente également, puis les rappels seront indispensables tous les ans. Pour être vacciné, le chien doit être en parfaite santé et en particulier vermifugé. En règle générale, il faut exécuter un traitement vermifuge 2 fois par an. Il existe plusieurs types d'ascarides dont chacun infecte spécifiquement une espèce animale, homme compris. Il n'existe pratiquement aucun risque zoonose, c'est-à-dire de transmission de l'infestation du chien à l'homme. Il est tout aussi important de protéger le chien contre les ectoparasites, à savoir ceux qui s'installent dans le pelage du chien, comme les puces ou les tiques, tous deux hématophages. De plus, les puces sont un hôte intermédiaire pour un type de ténia. Pour libérer le chien de ses fastidieux locataires, il existe de nombreux produits spécifiques, mais il ne faudra pas oublier d'intervenir également au niveau de l'environnement du chien. L'été accentue les problèmes provoqués par les hôtes désagréables, en particulier les tiques qui arrivent justement dans les premières chaleurs. Une course dans les prés, dans les bois, à proximité par exemple de fermes et d'élevages, peut comporter un retour avec des tiques. Ce n'est tout de même pas inévitable dans la mesure où certains facteurs prédisposent plus ou moins les chiens aux attaques de ces acariens, en particulier leur état général de santé. C'est là un danger sérieux pour le chien parce que la tique transmet la pyroplasmose, une infection grave soutenue par des protozoaires du type pyroplasma, qui frappe les animaux domestiques et peut conduire à la mort si elle n'est pas soignée à temps. Les symptômes de la forme aiguë de la maladie sont une fièvre souvent élevée, l'asthénie, la pâleur des muqueuses apparentes, l'hyperchromie des urines dont la couleur peut devenir marron-noir. Dans les cas avancés, ictère, état comateux jusqu'à arriver à l'issue fatale. Les tiques sucent le sang de leur hôte pendant 2 ou 3 semaines, puis une fois que la femelle s'est accouplée, elle se détache de l'animal et dépose ses œufs une semaine après. Les larves sont reconnaissables à leur couleur rougeâtre. Elles sont minuscules, on dirait de petites perles. Elles cherchent à leur tour un hôte sur lequel grimper, sucent le sang quelques jours, se détachent et se transforment quelques jours plus tard en une nymphe octopode de couleur bleuâtre. Vers août-septembre, elles sont devenues adultes et avec l'arrivée de l'automne, elles s'endorment au sol dans de petites cavités jusqu'au printemps suivant. En général, les tiques s'accrochent là où la peau est la moins épaisse, comme les oreilles, les aisselles, l'aine ou entre les doigts des pattes. Après une promenade dans la nature, vérifions toujours si nos amis ont recueilli des passagers clandestins. Une bonne hygiène commence par les soins du pelage. Pour la plupart des races, mais pas pour toutes, il est conseillé de brosser le chien presque quotidiennement afin de le débarrasser de ses poils morts. De nombreuses races ont besoin d'un toilettage particulier, à exécuter plusieurs fois par an. Il ne faut pas généraliser la notion qu'un pelage brillant est un signe de bonne santé, parce que pour certaines races, au contraire, il doit être plutôt opaque. Il ne faut pas laver le chien trop souvent car ses glandes sébacées produisent un suin qui exerce une fonction protectrice que les lavages menacent. Dans des conditions normales, la peau doit être toujours propre, sans pellicule ni desquamation d'aucune sorte. Si des altérations cutanées apparaissent, comme des eczémas, des zones d'alopécie, c'est-à-dire la chute du poil sans repousse, des épaisseurs ou une pigmentation anormale, il faudra consulter le vétérinaire sans tarder. En effet, de nombreuses maladies peuvent être légères et guérir sans difficulté, mais cela dépend toujours d'une intervention dans les délais les plus brefs possibles. Contrôlez régulièrement l'état des ongles. Les ongles s'usent d'eux-mêmes lorsque le chien exerce une activité physique normale, mais il est parfois nécessaire de les couper avec une pince appropriée. L'hygiène orale ne doit jamais être négligée et il faudra régulièrement faire un détartrage, surtout chez les races naines, parce que le tartre peut être à l'origine de piorés et de mauvaise haleine. Il existe dans le commerce des os qui constituent une récompense pour notre ami à 4 pattes, mais qui servent également de brosse à dents naturelles. Les dents de lait des chiots laissent progressivement leur place à la dentition définitive entre 4 et 6 mois. Pendant cette période, il convient d'inspecter régulièrement la bouche pour vérifier que tout se passe comme il faut.
La filariose cardiopulmonaire est une grave maladie qui frappe le sang et le cœur, provoquée par une nématode parasite, la Dirofilaria immitis. On la connaît depuis plusieurs siècles et depuis un siècle environ, on a compris l'important mécanisme de transmission de la maladie par les moustiques. Mais c'est au cours des 20 dernières années seulement, à cause de la diffusion rapide de la filariose chez les chiens de compagnie et de travail, que les instituts de recherche, sociétés pharmaceutiques et vétérinaires ont réellement consacré une attention croissante à ce problème. Il est donc important que les propriétaires de chiens connaissent dans les grandes lignes l'existence et les manifestations de cette parasitose. La maladie se transmet à travers une piqûre de moustique, lequel a pris les larves de filaire en suçant le sang d'un sujet infecté et les inocule ensuite à un chien encore sain. On comprend donc facilement pourquoi la maladie est très contagieuse et pourquoi elle est liée aux saisons printemps-été. Pendant 6 mois environ, les larves inoculées dans le sang du chien y mûrissent jusqu'à devenir des vers adultes, qui se localisent dans le cœur et dans les artères pulmonaires. Les filaires adultes produiront à leur tour de petites larves dites microfilaires qui vivront dans le sang. Les chiens les plus frappés sont bien entendu ceux qui passent le plus de temps à l'extérieur, et donc les chiens de chasse, de travail et ceux qui dorment dehors. Les dommages infligés par la présence des filaires sont graves et concernent la fonction cardio-circulatoire. Au début, les symptômes peuvent être un chien qui se fatigue facilement et la présence de toux ou de problèmes respiratoires. Le vétérinaire procédera alors à divers examens cliniques et de laboratoire afin de confirmer la présence des parasites. Au contraire, les dommages dus à une filariose cardio-pulmonaire chronique sont extrêmement graves. Outre l'altération de la fonction cardio-circulatoire, il y a souvent des lésions du foie et des reins et un état d'hypersensibilité généralisé à tout l'organisme. Les programmes de prévention, en revanche, qui sont disponibles depuis peu d'années grâce à de nouveaux médicaments spécifiques, sont simples à réaliser et ne présentent aucun risque de toxicité pour le chien. Après un examen pour vérifier l'absence d'une infestation précédente, un médicament est administré par voie orale 1 fois par mois, pendant toute la saison chaude. Cela suffit à fournir une protection au chien, même s'il est piqué par un moustique infecté.